Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Germano Veracruz. Je suis professeur de psychologie, chercheur, data scientist et journaliste. C'est en tant que data scientist que je commence une série de 3 présentations vidéo sur le traitement et l'analyse des données en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? Le data scientist est un ingénieur du cycle de la donnée, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la production, du stockage, du traitement, de l'analyse et de la valorisation des données. Cette valorisation des données, il y fait essentiellement en créant des applications web et mobiles basées sur la data. Le data scientist, tout comme le data engineer, le data manager, le data architect, etc., fait partie de ces nouveaux métiers qui se développent dans notre époque où la prise de décision et les applications que nous utilisons dans notre vie professionnelle et quotidienne sont souvent basées sur le traitement et l'analyse des données. Cette présentation, c'est-à-dire cette première vidéo, sera consacrée à la comparaison entre l'approche classique de l'analyse des données et l'approche plus récente basée sur l'intelligence artificielle. La deuxième vidéo sera consacrée à une présentation d'un cas précis des machines learning appliquées à une étude sur le diagnostic du type de rhumatisme. La troisième vidéo sera consacrée au Natural Language Process et au text mining, c'est-à-dire à tous les outils et les technologies pour analyser les données textuelles. Alors, avant de commencer cette première présentation, je vous préviens que je présenterai ce sujet de façon simplifiée, de sorte qu'il soit accessible aux personnes non initiées, c'est-à-dire qu'il s'agit de vulgarisation. Malheureusement, quand on simplifie un sujet complexe, on perd un peu en exactitude. Mais vous comprendrez bien que c'est le choix qu'on doit faire lorsqu'on est obligé de traiter d'un sujet assez vaste en peu de temps. Je veux donc que vous soyez conscient de cela. Bon, voilà, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Organisation de cette présentation. Je parlerai de l'analyse des données en comparant l'approche classique et l'approche intelligence artificielle. Je montrerai rapidement un exemple de machine learning utilisant un réseau de neurones récurrents et à la fin, je chanterai une petite chanson brésilienne, une surprise donc. Alors, objectif de cette présentation. Donc, il s'agit ici de l'analyse des données et d'essayer de comparer l'approche classique, qu'on appelle hypothèse déductive, et l'approche intelligence artificielle qui vaut à faire du machine learning. Dans le jargon technique de la data science, on parle aussi des paradigmes compositionnels, vous verrez plus tard pourquoi, et on parle aussi du paradigme sémantique. Le paradigme compositionnel. Dans le paradigme compositionnel ou hypothético-déductif, euh, le, le point de départ du projet de recherche, ce sont les questions de recherche qui se posent. Et donc, la personne qui décide de faire une enquête, une recherche ou une étude, les hypothèses émises par le chercheur, les choix des données à recueillir et analyser pour répondre aux questions ou affirmer, confirmer ou infirmer les hypothèses. La démarche d'analyse des données. L'analyse est orientée en fonction des hypothèses ou des questions préalables. C'est pour ça aussi que certains spécialistes appellent ça le paradigme compositionnel parce qu'on compose les analyses en fonction des hypothèses ou des questions de départ. L'objectif de l'analyse, c'est de tester la véracité de l'hypothèse nulle ou de l'hypothèse alternative. Alors, HO, H1, ce sont donc l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, retenez simplement que ce sont des hypothèses différentes dont il s'agit de vérifier. Avoir des réponses satisfaisantes aux questions de départ et déduire une généralité, si possible, à partir des résultats obtenus. Le paradigme sémantique. Alors, le paradigme sémantique
IA pour intelligence artificielle, le point de départ du projet de recherche, on part des caractéristiques des données. On appelle ça aussi data-driven. La création d'une sémantique. C'est pour ça qu'on appelle ça paradigme sémantique. L'exemple d'une sémantique, c'est par exemple la récidive criminelle. Alors, un exemple des labels associés à cette sémantique sont, par exemple, on va décider de catégoriser les individus ou les observations présentes dans le jeu de données, comme par exemple non récidiviste, unirécidiviste, ça veut dire que la personne a récidivé une fois, multirécidiviste, ça veut dire que la personne a récidivé plusieurs fois. Alors, cette sémantique-là est soit présente dès les données, dès le départ, une fois on les a recueillies, les données avec cette sémantique déjà présente, que ce soit celle-là ou d'autres, ou alors on peut introduire la sémantique dans les données avant de commencer les analyses, et les analyses vont être basées sur cette sémantique-là, hein, qui est présente dans les données. Donc, on cherche des données contenant la sémantique désirée ou des données dans lesquelles on peut introduire cette sémantique à travers la création des profils, des index ou des scores. Le paradigme sémantique de démarche de l'analyse des données, utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine qui apprend. C'est pour ça qu'on appelle ça machine learning. En français, on appelle ça apprentissage automatique. Je préfère toujours le mot anglo-saxon parce qu'effectivement, il traduit exactement ce qui se passe, de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est une machine qui apprend, machine à learn. Alors, il y a la phase d'apprentissage. On donne des données sémantisées. Comment est-ce que se caractérise cette phase d'apprentissage? On donne des données sémantisées à la machine, on lui dit de cartographier les caractéristiques qu'on dit patterns, qui expliquent le sens présent dans les données. Il s'agit là d'essayer de dégager une connaissance et une interprétation du sens des données. Il y a une deuxième phase qui est la phase de prédiction. On donne des données non sémantisées cette fois-ci à la machine. On lui dit de prédire l'existence ou non des patterns identifiés dans les données d'apprentissage. Il s'agit ici de reconnaissance et d'interprétation. Alors, si ce n'est pas clair, ça deviendra clair au fur et à mesure que nous avançons dans cette présentation. Donc, objectif de l'analyse. L'objectif de l'analyse ici, c'est de minimiser l'erreur de prédiction, c'est-à-dire faire une prédiction, faire une série de prédictions avec le moins d'erreurs possible. Construire un modèle avec la plus grande capacité de généralisation possible, comparativement à valider, réfuter des hypothèses dans l'approche classique. Donc, dans l'approche classique, on cherche à valider, réfuter des hypothèses, alors qu'ici, l'essentiel des analyses, ici, l'objectif essentiel, c'est de réduire, minimiser le nombre d'erreurs de prédiction. Vous voyez la différence entre réduire, minimiser l'erreur de prédiction, qui est l'obsession des machines à learning, et valider ou réfuter une hypothèse dans le cas donc, de l'approche classique. Machine à learning. Machine à learning, donc on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le machine à learning. Il s'agit d'une machine qui apprend automatiquement avec son réseau de neurones. Alors, souvent, on a tendance donc à assimiler l'analyse des données en utilisant l'intelligence artificielle ou le machine learning à l'utilisation des réseaux de neurones. Pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut analyser des données avec l'intelligence artificielle sans utilisation de réseaux de neurones. Okay? Donc voilà, Deep Learning. Il s'agit d'une variété de machine learning qui utilisent des réseaux de neurones dits denses. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire, les réseaux de neurones dits denses. Alors, une machine intelligente, une machine qui apprend, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une machine qui a la capacité à apprendre, la capacité à accumuler des connaissances, la capacité à appliquer en différé des connaissances apprises et la capacité à prendre des décisions de façon autonome. Vous voyez bien qu'il a, à partir de ces quatre éléments-là, on est presque dans la définition de ce qu'est l'intelligence humaine.
Comme ces machines précisément visent à mimer ou à copier ou à s'inspirer de l'intelligence humaine, on essaye dans la mesure du possible, sans forcément atteindre la perfection, entre guillemets, du fonctionnement de l'intelligence humaine, mais en essayant de s'approcher et en essayant de mimer les mêmes fonctionnalités, les mêmes mécanismes en quelque sorte. Alors, le vocabulaire du machine learning, c'est un vocabulaire autant anglo-saxon. Dataset, c'est le jeu des données, on appelle ça un dataset. Les features, ce sont les variables, ou ce qu'on appelle aussi les prédicteurs. Les observations, ce sont les observations, comme on dit. C'est les observations, les individus. Les labels, alors c'est des étiquettes, en français on appelle des labels étiquettes, ce sont des catégories sémantiques présentes ou introduites dans les données. Labellisation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une labellisation de chaque individu ou de chaque observation. Targets, les variables dépendantes, les objets de prédiction. Et ces objets de prédiction sont labellisés et peuvent être labellisés, ils sont souvent labellisés, par exemple, dans le cas d'une classification. Par exemple, supposons qu'il s'agit de classifier le type d'animal. 0, on peut attribuer, faire la codification suivante. 0 égale à chat, 1 égale à chien, 2 égale à lapin, 3 égale à loup. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de prédire quelle est l'observation qui correspond à un chat, à un chien, à un lapin ou à un loup. Input, ce sont les features entrant dans un réseau de neurones. Souvent, on les dénomme X1, X2, X3, etc. Le output, c'est la valeur estimée, la target sortant du réseau de neurones. Et souvent, on les codifie Y1, Y2, Y3, etc. Fit, c'est l'ajustement du modèle. Donc, on fait l'ajustement du modèle, c'est-à-dire qu'on essaye d'ajuster le modèle aux données. Overfitting, un sous-ajustement du modèle, on va revenir là-dessus plus tard. Le underfitting, un sous-ajustement du modèle. Il y a quelque chose aussi qui est très important dans le machine learning, c'est hyperparamètres. Ce sont des paramètres qui permettent de régulariser, on appelle ça en anglais to tune des modèles ou to tweak des modèles, c'est-à-dire c'est régler, peaufiner le modèle en quelque sorte. Et souvent, les modèles certains modèles de machine learning ont plusieurs, des dizaines de hyperparamètres. Et parfois, ce n'est pas facile, disons, à trouver le juste accord entre ces différents hyperparamètres pour pouvoir minimiser l'erreur de prédiction. Les étapes de construction d'un modèle de prédiction. Un modèle de prédiction est construit en deux étapes. On divise le jeu de données en deux, un pour l'apprentissage et l'autre pour valider l'apprentissage. On appelle le jeu de données pour l'apprentissage training set. Alors, pourquoi on appelle ça training set? C'est-à-dire que c'est le jeu de données d'entraînement. On appelle to train. Hein? On va utiliser cette expression entraîner. Hein? C'est to train, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage, c'est-à-dire faire en sorte que la machine apprenne. Hein? J'utiliserai souvent plus tard cette expression entraîner un modèle. Alors, on prend donc 75% des observations. Et il y a le jeu de données de validation, de valider ou de tester ou de valider l'apprentissage, qu'on appelle aussi validation set ou training set, et on prend 25% des observations. Alors, quand on dit 75%, 25%, c'est approximatif. Ça peut être 70, ça peut être 80, ça peut être... donc, en fonction de la quantité de données que nous avons, on peut ajuster, donc cette quantité en termes de pourcentage du jeu qu'on prend pour l'apprentissage et pour les observations. Donc, ça peut être à 60%, 70%, etc., etc. Donc, ça, ce sont des valeurs approximatives. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend la majorité des observations pour l'apprentissage et une minorité d'observations pour valider l'apprentissage. Ensuite,
Il y a une deuxième phase qui est la phase où on teste la générabilité du modèle construit par l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on prend un autre jeu de données pour tester et voir si effectivement le modèle peut être généralisé. Ce que la personne a appris, ce que la machine a appris pour être généralisé, ou le modèle construit pour être généralisé à d'autres données du même type. Application donc du modèle construit à des données autres non labellisées. Les différents types d'apprentissage. Donc, on a l'apprentissage supervisé. Il s'agit de données sémantisées avec les labels. Donc, chaque observation individu est catégorisée. Une analogie que nous pouvons utiliser, c'est quand il s'agit d'apprendre avec l'aide d'un guide qui vous supervise. L'exemple d'un modèle d'apprentissage supervisé, c'est modèle de régression linéaire, modèle de classification, etc. L'objectif, c'est de faire des prédictions avec la minimisation de l'erreur et l'objectif principal de ce type d'apprentissage. L'apprentissage non supervisé, ce sont des données non sémantisées cette fois-ci. Sans les labels, les observations, les individus ne sont pas catégorisés. Une analogie, c'est apprendre sans l'aide d'un guide qui vous supervise. Le modèle, un exemple, le modèle de clustering pour la création de groupes ou de profils en fonction de certains patterns détectés dans les données. Il y a d'autres types de modèles, mais je vais pour l'instant me restreindre au modèle de clustering. La création de clusters au profil pertinent en termes de nombre et de différenciation est l'objectif principal de ce type d'apprentissage. Différents types d'apprentissage encore. Donc, le troisième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Ce sont des données sémantisées issues directement de l'environnement. Ce type d'apprentissage vise à créer des organismes artificiels capables d'apprendre des règles, des codes ou des langages spécifiques pour évoluer dans un environnement socioculturel en prenant des décisions de façon autonome. Basé sur la value function, équation de calcul du nombre de récompenses possibles d'obtenir. Maximiser le nombre de récompenses, c'est-à-dire des bonnes décisions prises, est l'objectif principal de cet apprentissage. Un exemple, c'est AlphaGo. AlphaGo, c'est un organisme d'intelligence artificielle qui a été créé pour jouer aux échecs. Elle a appris les règles des échecs et a réussi à vaincre les plus grands maîtres d'échecs. AlphaGo, qui est assez célèbre, c'est aussi un organisme d'intelligence artificielle qui a été entraîné pour dire qu'il a appris à jouer au jeu de Go et a réussi à battre les grands maîtres de Go. Il paraît que c'est un jeu en termes de règles difficile à apprendre, et même pour les êtres humains. Les voitures sans conducteur, par exemple, les robots de compagnie ou des auxiliaires de vie qui existent de nos jours, par exemple. Alors, revenons sur les voitures sans conducteur. Alors là, je vais prendre cet exemple-là et le développer parce que je vais à la fois expliquer pourquoi on appelle ça l'approche sémantique ou dans quel sens les données sont sémantisées. Alors, supposons qu'on a une voiture sans conducteur qui va partir de Paris vers la ville de Versailles en France. Eh bien, cette voiture-là a été entraînée donc, à comprendre, à interpréter le code de la route. Donc, elle a des capteurs qui vont lui permettre, quand elle va sortir de chez elle, elle va aller tout droit, tourner à gauche, tourner à droite, s'arrêter dans le feu rouge, partir quand le feu est vert, quand elle voit un dos d'âne, elle va réduire la vitesse. Alors, c'est-à-dire que ces capteurs lui permettent de capter les données de son environnement et de l'interpréter et ensuite d'émettre une réponse de façon autonome. Cet univers, cet environnement-là qu'elle capte, qu'elle interprète, est un environnement chargé de données ou d'objets qui sont des données sémantisées, c'est-à-dire qu'ils ont un sens. Le feu rouge a un sens.
le passage piéton a un sens. Le dos d'âne a un sens. Le signe de tourner à droite a un sens. Le signe de ne pas se garer ici a un sens, etc., etc. C'est un environnement codifié, sémantisé, et cette machine-là reçoit ces données-là sémantisées, il va les interpréter. L'objectif ici, c'est d'interpréter ces données, d'apporter une réponse de façon autonome en commettant le moins d'erreurs possibles. C'est pour ça que l'équation permet de récompenser le fait, les réponses positives, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de renforcement. On renforce les réponses positives et on essaye de décourager les réponses négatives pour qu'elles puissent éviter d'avoir des accidents, de causer des accidents, etc. Voilà donc un exemple d'un organisme basé sur l'intelligence artificielle qui a appris à évoluer dans un environnement où il y a des données sémantisées, qui les interprètent, qui les analysent et qui apportent une réponse. Alors, machine learning, continuons donc, on va trouver une autre analogie, analogie avec l'apprentissage chez les êtres humains. Alors, supposons une mère ou un père qui essaye d'apprendre l'alphabet français à son enfant de 4 ans. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il paraît que c'est souvent les mères qui font faire des devoirs des enfants à la maison. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons donc à nos oignons. La phase d'apprentissage. Antoine, c'est la mère ou le père, et comme on a dit souvent, c'est la mère qui dit Antoine, concentre-toi, s'il te plaît. Bon, nous savons que nos enfants, hélas, pour ceux qui ont des enfants, savent qu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer, surtout quand ils sont avec les parents. Donc, Antoine, concentre-toi s'il te plaît. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Ça, c'est un C. Ça, c'est un D. Ça, c'est un E. Ça, c'est un F. Ça, c'est un G. La phase de validation, vérification de l'apprentissage. Alors, maintenant, Antoine, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? 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 Alors, ici, Antoine, avoue juste, il a dit ici, ça c'est un A. Mais ici, il a dit ça c'est un B. Et là, il a dit ça c'est un D. Là, il a dit ça c'est un O. Et là, il a dit ça c'est un F. Alors, il s'est trompé. Alors, sa mère va lui dire, ou son père va lui dire, écoute, tu t'es trompé ici. Regarde bien. Tu vois ici, par exemple, ici c'est le D. Et tu vois que le D, disons que c'est un bonhomme qui il a un gros ventre. Alors qu'ici, c'est un bonhomme qui a deux ventres. Tu vois comme ils sont. Il est assis à deux ventres. Le D a un ventre. Le B, c'est un bonhomme avec deux ventres. Regarde ici. Ici, c'est un F. Si tu regardes bien, ici, il y a qui deux traits. Alors qu'ici, c'est le O. Ici, il y a il y a trois traits ici. En faisant cela, sa mère est en train de lui apprendre quels sont les patterns, c'est-à-dire les caractéristiques de chaque lettre de l'alphabet. En les spécifiant, en cherchant des astuces pour différencier les différentes caractéristiques qui sont inhérentes à chaque lettre. Antoine commettra beaucoup d'erreurs avant de savoir reconnaître les 26 lettres de l'alphabet. Alors, ici, je vais recourir à une autre analogie. Alors, vous avez remarqué que je parle le français avec un accent étranger, n'est-ce pas? Et j'ai dit souvent à mes étudiants, quand on commence les cours, que bon, peut-être que les premiers jours, vous aurez du mal avec mon accent. Il y a un ou deux ou trois mots, ou quelques mots que vous aurez du mal à comprendre d'où à la façon dont je prononce. Mais au fur et à mesure, au premier jour, deuxième, troisième jour, quatrième jour, vous allez comprendre mon accent parfaitement. En effet, c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain, par exemple? Ce qui se passe, c'est que le cerveau humain, au début, a un petit peu de mal parce qu'il n'est pas familiarisé avec cette façon-là de prononcer. Mais sans que nous rendons compte, nos cerveaux humains commencent à apprendre à retenir les patterns de ma voix, de la façon dont je prononce les mots en quelque sorte. Et petit à petit, elle va apprendre, et à un moment donné,
comme reconnaître, savoir détecter la façon dont je prononce et l'interpréter correctement. Et cet apprentissage-là va se faire, il y a des mots que je prononce correctement, à partir du contexte, il y a des mots que je ne prononce pas correctement, mais il va essayer d'interpréter à partir du contexte, de deviner en quelque sorte. Et le mot deviner est très important, c'est-à-dire de prédire. Je n'ai pas compris, mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il essaye donc, la personne essaye de prédire, et au fur et à mesure qu'elle fait ces prédictions-là sur les mots où je ne prononce pas correctement ou entre guillemets, et elle va apprendre à reconnaître des patterns et à partir de là, cette prédiction-là va lui permettre de réussir à comprendre exactement ce que je dis. Donc voilà, maintenant revenons-en au jeu des données et continuons quittons l'analogie pour un exemple réel. Supposons, revenons à notre exemple de la thématique de la récidive criminelle. Nous avons un jeu de données. Ici, là, nous avons les observations, ce sont les individus, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000. Ici, nous avons les features, ce sont donc les variables. Ici, c'est les labels. Et comme vous voyez ici, les labels sont sémantisés, c'est-à-dire chaque individu appartient à une catégorie. 0 correspond à la catégorie non récidiviste. 1 correspond à la catégorie une récidiviste à récidiver une fois, et 2 correspond à la catégorie multirécidiviste à récidiver plusieurs fois. Cette variable-là, on l'appelle la variable target. C'est la variable dépendante en quelque sorte, target. Elle est labellisée, disons. Autrement dit, sémantisée. Voilà. Alors, on a dit qu'on prend d'une façon générale, pour le jeu d'apprentissage, sur le jeu des données globales, on prend 75% des observations pour les dédier à l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'apprentissage? En fait, la machine, on dit à la machine, elle d'abord regarde, ici j'ai un individu, le premier, et ensuite elle vient regarder les labels ici. Il voit, ah, cet individu-là, il est non récidiviste. Et ensuite, il revient, ici, il regarde ces valeurs ici, les valeurs de ces variables-là, pour voir qu'est-ce qui fait que cet individu-là n'est pas récidiviste. Quelles sont les caractéristiques qu'il a? Quels sont les patterns? Bon, là, ce sont des chiffres, des valeurs, des différentes variables, mais c'est ça qui va lui permettre de voir, ah, cet individu-là est caractérisé à ces caractéristiques-là. Et donc, il va regarder les caractéristiques de tous les individus qui sont non récidivistes pour essayer de voir, d'apprendre qu'est-ce qui les caractérise, quels sont leurs patterns en quelque sorte, et les retenir. Ensuite, il va voir le deuxième individu, le troisième, le quatrième, etc. D'abord, quelle est sa catégorisation et essayer de voir pourquoi cet individu-là, qu'est-ce qui caractérise cet individu-là, étant donné son label en quelque sorte. C'est ça qu'il va petit à petit apprendre. Donc là, le jeu, l'apprentissage, donc, se fait de cette façon-là. Continuons. Alors. Et donc, nous passons maintenant à la validation de l'apprentissage. On prend donc le 25% du jeu de démodélisation. Cette fois ici, on élimine les labels. On élimine les labels. On a des individus, on a les variables ici, les valeurs des variables. On lui dit maintenant, tu dois prédire si cet individu-là est récidiviste et non récidiviste ou il est multirécidiviste. Et cette personne, et la machine va donc prédire, faire sa prédiction, et à partir de là, on va calculer un score, un score de bonne prédiction, hein, un taux de bonne prédiction. Et ce taux de bonne prédiction, on va, si on n'est pas satisfait du taux de prédiction, on va renvoyer la machine à faire en sorte qu'elle apprenne à nouveau pour pouvoir réduire, minimiser l'erreur de prédiction. Et ainsi de suite. On va, à chaque fois qu'on n'a pas satisfait, jusqu'à ce qu'on soit satisfait, on va continuer à essayer d'utiliser tous les moyens possibles, notamment, par exemple, en réglant les zipples paramètres, par exemple, pour pouvoir effectivement minimiser l'erreur de prédiction. Comme on vous a dit, l'obsession du machine learning, c'est de réduire, de minimiser l'erreur de prédiction.
Ensuite, une fois qu'on est satisfait de l'apprentissage, de taux de réussite en termes de prédiction, à ce moment-là, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire à tester la générabilité de notre modèle. On peut, par exemple, à ce moment-là, demander au ministère de la Justice de nous fournir toutes les données du casier judiciaire et ensuite, on va éliminer, disons, de la partie label, disons, pour pouvoir ensuite faire en sorte que le modèle puisse prédire si l'individu est récidiviste, non récidiviste, multirécidiviste, etc., etc. Et à partir de là, on va tester la générabilité du modèle. C'est à peu près comme cela que fonctionne l'apprentissage, la validation de l'apprentissage et le fait de tester la générabilité de modèles construits de machine learning. Alors maintenant, revenons-en au réseau de neurones. Alors, je vous ai expliqué que le machine learning pouvait être fait sans l'utilisation du réseau de neurones. Mais dans l'imaginaire collectif, l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est le réseau de neurones. Alors aujourd'hui, dans cette présentation-là, nous allons donc nous attarder sur le réseau de neurones et la prochaine fois, notre prochaine présentation, on va s'attarder sur des machines learning qui n'utilisent pas le réseau de neurones. Alors, il y a plusieurs familles de réseaux de neurones, chacune étant spécialisée dans un type d'analyse de données. Il y a ce qu'on appelle le ANN, Artificial Neural Network, pour des données numériques simples. C'est un réseau de neurones pour faire des analyses généralistes, une sorte de médecine généraliste. Il y a le Convolutional Neural Network pour le traitement d'images, des photos, des vidéos. Par exemple, les algorithmes de reconnaissance faciale, l'analyse des scans pour des IRM, des scans pour détection du cancer, les robots peintres, par exemple, qui existent déjà, sont basés sur ce type de réseau de neurones. Il y a le Recurrent Neural Network pour le traitement de langage et les séries temporelles. Alors, les traductions automatiques que nous avons dans nos smartphones et dans nos ordinateurs utilisent ce réseau de neurones. La complétion des phrases, quand on commence à écrire quelque chose dans notre smartphone et qu'on a les mots qui nous suggèrent d'autres mots, c'est ce type de réseau de neurones. Les auxiliaires vocaux comme Siri qu'on utilise pour demander, poser une question, etc., etc. C'est ce réseau de neurones. Vous ne le saviez pas peut-être. C'est des réseaux de neurones qui sont derrière ça. C'est du machine learning. La prédiction de la bourse, prédire le réchauffement climatique, prédire l'expansion de la mortalité par le Covid-19, c'est le réseau de neurones, c'est du machine learning. Les robots musiciens dont on dit qu'ils vont produire des tubes, c'est le réseau de neurones, c'est du machine learning, etc. Il y a bien en dessous beaucoup d'autres réseaux de neurones que nous n'allons pas spécifier ici. Alors, le réseau de neurones artificiels, en fait, essaye d'imiter, basé en quelque sorte sur le réseau de neurones biologiques. Comment est-ce qu'il caractérise le réseau de neurones biologiques? Donc, il s'agit d'une partie où on a l'input, et puis, disons, un cordon qui amène l'information vers un autre réseau de neurones avec une partie où on a l'output et ensuite l'information passe à un autre réseau de neurones. Ça se caractérise à peu près de cette façon, comme dans cette image-là. Ici, là, c'est des réseaux de neurones, ici, distendus en quelque sorte. On voit ici plusieurs neurones qui sont reliés entre eux par des sortes de câbles où passe l'information en quelque sorte. Alors, l'architecture d'un réseau de neurones artificiels généralistes. Hein. Les réseaux de neurones, on a vu, il y a plusieurs types et l'architecture des différents réseaux de neurones est différente aussi. Ici, pour simplifier, on va juste voir l'architecture d'un réseau de neurones classique, disons le généraliste, en quelque sorte. D'abord, il y a ici la couche, la première couche, layer, pour dire couche, la première couche des neurones ici, c'est le neurone d'input. C'est ici, on rentre nos inputs, les données, en quelque sorte, les informations sur les observations des individus, etc. Ensuite, il y a une couche ici, hidden layer, la couche cachée. Ensuite, il y a une couche de sortie. Okay?
Alors, ici, là, on peut augmenter, on peut mettre plusieurs couches, ici, dans le sens horizontal, et on peut mettre plusieurs neurones dans le sens vertical. Mais un réseau de neurones simple, qui n'est pas dense en quelque sorte, ne contient pas beaucoup de couches ni beaucoup de neurones. Au contraire, un réseau de neurones dit dense, ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire c'est quand on utilise un réseau de neurones dense. C'est-à-dire qu'on a une couche ici, qui est la couche de rentrée des données, d'input. Ensuite, on a les couches cachées. On voit qu'ici, dans les couches cachées, on a plusieurs couches. Et ici, on peut mettre, il y a des réseaux de neurones qui ont des milliers de couches, où on peut avoir des milliers, dans le sens, ici, des couches dans le sens horizontal. On peut mettre plusieurs neurones dans le sens vertical aussi. Alors, plus on a des neurones, c'est-à-dire plus le réseau est capable de détecter des patterns complexes qu'il y a dans nos données. Plus le réseau de données est capable de détecter des variations dans les données, des relations complexes entre les variables. Hein, n'est-ce pas? Alors, pour recourir à une analogie, je vais prendre par exemple des jumelles. Si vous avez des jumelles, on peut voir un objet de la taille d'un ballon de foot, par exemple, avec un certain détail à 1 kilomètre, par exemple. Mais par contre, si vous avez un objet qui est lointain, à des milliers, des millions de kilomètres, pour voir cet objet-là avec un niveau de détail important, vous devrez utiliser un télescope. Eh bien, c'est ça la différence. On peut dire d'une certaine façon, en recourant à l'énergie, qu'il y a un réseau simple, ce sont des jumelles, et un réseau dense, c'est un télescope. On peut recourir à une analogie un peu plus, à mon avis, un peu plus précise, qu'est la loupe. Avec une loupe, vous pouvez voir les caractéristiques d'une fourmi, par exemple, avec une loupe, assez bien. Par contre, si vous voulez voir, par exemple, les patterns et les caractéristiques d'un virus, et si vous voulez, maintenant, par exemple, qu'on a le virus du Covid-19, avec les mutations qui surgissent, si vous voulez détecter les mutations infimales, comme je ne sais pas, le mot m'échappe maintenant, assez infimes, des mutations de ce virus assez infimes, vous allez devoir recourir à un microscope assez puissant pour pouvoir détecter ces petites mutations, en quelque sorte. Donc voilà la différence entre un réseau dense quand on parle de deep learning, c'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un réseau dense et un réseau simple. Alors, le chemin parcouru par les données dans un artificial neural network, le processus d'apprentissage. Supposons que le processus d'apprentissage, il s'agit d'apprendre à détecter à partir des données, qu'est-ce qui correspond à une femme et qu'est-ce qui correspond à un homme. Nous avons expliqué que le machine learning, l'obsession, c'est de minimiser l'erreur. Hein. Donc, alors, comment est-ce que, alors, les données, par exemple, ce sont des variables qui peuvent nous apporter des informations, par exemple, sur les caractéristiques sexuelles primaires de l'individu et les caractéristiques sexuelles secondaires, sur le timbre de la voix, par exemple, sur la tonalité de la voix, sur la couleur des cheveux, la longueur des cheveux, sur la taille en termes de hauteur, sur la couleur de la peau, la couleur des yeux, etc., etc. Là. Donc, on a des données qui nous apportent des informations. Et ces données-là, ils vont rentrer dans cette couche-là des neurones. Et chaque variable qui rentre ici, chaque élément, chaque donnée qui rentre ici, on va l'attribuer un poids. Ce poids-là va être initié au hasard. Ensuite, l'information va être passée à la deuxième couche. Dans cette couche-là, on a le bias. Le bias, c'est la valeur donnée à l'origine. La valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'on appelle l'intercept aussi. Et là aussi, cette valeur-là est initiée au hasard. Ici, on a une opération mathématique qui a lieu. Et ensuite, on a ici les données de sortie en termes de prédiction. Et cette prédiction-là pour être sous la forme de la probabilité que l'individu soit un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'ici,
les données rentrent ici, les informations rentrent ici. Pour chaque information, on attribue un poids. Ce poids-là, on a dit qu'il est initié au hasard. Alors, vous imaginez bien que les caractéristiques sexuelles primaires n'auront pas le même poids pour les caractéristiques c'est une femme ou un homme, les variables correspondantes aux caractéristiques sexuelles primaires n'ont pas le même poids que les variables correspondant aux caractéristiques sexuelles secondaires. Les caractéristiques sexuelles primaires ont plus de poids. Dans la définition, c'est qu'il y a un homme et une femme. N'est-ce pas? Le timbre de la voix a un certain poids parce qu'il est assez facile de détecter s'il s'agit d'un homme ou une femme avec le timbre de la voix, la tonalité de la voix, par exemple. Hein? En revanche, il y a des éléments comme la taille des cheveux qui sont des éléments culturels, qui sont secondaires en quelque sorte. Et vous avez aussi la taille, des éléments relatifs à la taille en termes de hauteur, par exemple. Mais d'abord, je reviens ici pour vous expliquer. Donc, en fait, on attribue un poids d'abord au hasard, initialisé au hasard, il y a une valeur de bias, ce qu'on appelle le bias, la valeur d'ordonnée en origine. Ensuite, on a la prédiction. Vous imaginez bien que la première prédiction sera entachée de beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que les poids ici ont été initialisés au hasard et la valeur de l'ordonnée était initiée au hasard. Mais justement, ce que c'est parce qu'on calcule l'erreur, on n'est pas satisfait. Comme l'objectif, c'est de minimiser l'erreur, on revient en arrière et on change les poids. Ici, et ce calcul mathématique qui se fait ici en fonction d'erreur, c'est lui qui va nous indiquer que pour améliorer, pour minimiser l'erreur, on doit augmenter ou diminuer la valeur du poids et la valeur de bias, par exemple. Et donc, on fait ça, on fait une prédiction, on n'est pas satisfait, on revient en arrière, on change les poids, on change le bias, on calcule à nouveau, on fait la prédiction, on n'est pas satisfait, on revient, etc. On appelle ça des tours de feed forward, back forward, feed forward, back forward. C'est-à-dire qu'on peut faire ces tours, les modèles de machine learning font ces tours des milliers de fois. Et au fur et à mesure qu'on fait cela, qu'on change les poids, qu'on ajuste les poids, on ajuste la valeur de voix, et on calcule à nouveau, on va voir que l'erreur commence à être, on minimise l'erreur, on minimise l'erreur, on minimise l'erreur, on minimise jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Mais ici, il y a un autre élément qu'il faut tenir en compte. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a défini le vocabulaire, ce qu'on appelle le overfitting. Certes, il faut minimiser l'erreur, mais il faut éviter le overfitting, c'est-à-dire le surajustement. Qu'est-ce que c'est que le surajustement? Eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le surajustement. En recourant, par exemple, alors, nous savons qu'en moyenne, en termes de taille, en hauteur, les hommes sont plus grands que les femmes. Mais disons que cela n'est pas vrai, cela est peut-être vrai dans, on va dire, peut-être 55% des cas, peut-être 60% des cas, j'en sais rien, j'estime à peu près, mais c'est certainement pas vrai dans 90% des cas. Il y a beaucoup de femmes qui sont en termes de taille plus grandes que les hommes. Supposons que dans les données qui ont servi de base à notre modèle, il y a 80%, 90% d'hommes qui sont plus grands que les femmes. Alors, le modèle va apprendre cette caractéristique-là, il va en déduire que c'est une caractéristique importante et donc va attribuer un poids très important à cela. Alors, ce modèle-là aura du mal à se généraliser. Hein. Parce qu'il aura du mal à se généraliser parce qu'en fait, c'est le fait que les hommes soient en moyenne plus grands que les femmes ne doit pas avoir un poids très important. Parce que même si c'est vrai, il est pas, cette caractéristique-là n'est pas vraie dans de très grand nombre de cas. Donc, ce modèle-là va faire du overfitting, c'est-à-dire qu'elle a trop appris des données qu'elle a utilisées, il va avoir du mal à se généraliser. Je vais donner un autre exemple. Supposons que nous avons en train d'apprendre quelles sont les caractéristiques d'une table. On va voir qu'une table, en général, elle est très souvent, elle a des pieds,
Souvent, il y a 4 pays, mais des fois, il y a 3, ou il y en a un, ou il y en a 2. Mais en tout cas, il a toujours des pieds. Là, ça va prendre un poids très important. Elle est souvent rectangulaire ou carrée. Il y a aussi des tables qui sont rondes, etc., etc. Elle a une surface plane, par exemple. Mais supposons que dans le jeu de données, il y a la plupart des tables, disons 99% des tables, ont la couleur rouge. Or, la couleur rouge ne fait pas partie des caractéristiques d'une table. Si dans l'apprentissage, le modèle apprend à considérer la couleur rouge comme étant une caractéristique importante de ce que c'est qu'une table, alors elle fait du overfitting. C'est-à-dire que ce sont les données, elle apprend trop bien de ces données-là, qu'il aura du mal à se généraliser parce que à chaque fois quand il s'agirait d'appliquer ce modèle-là dans des données de généralisation, elle va avoir tendance à considérer un objet qui est de couleur rouge comme étant de table. C'est ça le overfitting. C'est-à-dire que même si on cherche à minimiser l'erreur, il faut quand même qu'on essaye d'éviter que le modèle fasse de overfit. Et pour ça, c'est là où on joue les hyperparamètres. Je vous ai parlé des hyperparamètres, il y en a beaucoup, il y a certains modèles qui ont parfois même des centaines d'hyperparamètres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous réglons, la manière dont nous réglons, nous allons régler les hyperparamètres, un des hyperparamètres pour faire en sorte que le modèle ne fasse pas de overfit. Donc, c'est très important ce que je viens d'expliquer là, de comment fonctionne le réseau des neurones, qu'on attribue un poids, qu'on a d'abord au hasard, ensuite on calcule l'erreur, on n'est pas satisfait, on trouve que le taux d'erreur est très important, on revient, on réchange les poids, on fait de nouveau les calculs, on fait une prédiction, etc., etc., parce que l'objectif, c'est de minimiser l'erreur, c'est de ne pas faire de overfitting pour permettre au modèle de se généraliser correctement. Donc, les avantages du modèle basé sur la IA, l'intelligence artificielle. Une performance légèrement supérieure pour pouvoir de prédiction et de construction des profils. En ce qui concerne la prédiction et la construction des profils, les modèles de machine learning sont largement supérieurs aux modèles d'analyse des données classiques. Les modèles ne cessent d'apprendre. Augmentation continue de leur capacité de prédiction et de généralisation. Ça, ils continuent à apprendre. Quand on fait des modèles, le modèle, à chaque fois qu'on l'alimente avec des données, il peut continuer à apprendre et donc continuer à améliorer son pouvoir de prédiction. Une course à l'innovation est en cours. Les modèles et les techniques associées deviendront de plus en plus performants. C'est-à-dire que les grandes entreprises sont en train d'investir dans l'intelligence artificielle et les modèles d'analyse des données basés sur l'intelligence artificielle deviendront de plus en plus performants. Possibilité d'intégrer des données en temps réel, en continu ou online. Imaginez que vous avez un modèle de machine learning qui est connecté à une base de données, cette base de données est continuellement alimentée par des données. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, la 5G va permettre à ce qu'on appelle l'Internet des objets connectés, c'est-à-dire qu'on va recevoir des informations, par exemple, de nos montres, nous montrent qui servent à mesurer nos battements de notre cœur, notre tension artérielle, notre sommeil, etc. Tous ces objets connectés vont envoyer des informations dans les bases de données. Ces bases de données seront connectées à des modèles de machine learning et à partir de là, on va avoir des prédictions, des informations, d'analyse des données, etc. qui vont sortir et les modèles vont s'améliorer au fur et à mesure qu'ils apprennent de ces données-là, etc., etc. C'est ça qu'on dit que les spécialistes disent que se dessine avec l'Internet des objets connectés. La possibilité d'intégrer des données en temps réel, on continue là. La possibilité d'intégrer des données textuelles, sonores, images. Hein? Par exemple, les données textuelles sont transformées en numéros. On va voir ça lors de notre troisième vidéo, quand on va parler des Natural Language Process. Les données sonores c'est des hertz, sont transformées en X, en numéros. Et les données des images sont des pixels qui sont transformés. Donc, cette espèce de dichotomie qu'on fait dans les sciences humaines entre les analyses qualitatives et les analyses quantitatives sont amenées à disparaître, puisque maintenant, on peut intégrer les données textuelles, sonores, images, avec des données numériques et faire une analyse tout à fait quantitative, une analyse de régression, de classification, etc.
Les modèles de machine learning sont de plus en plus dominants en génétique, en médecine, en épidémiologie, en économie, finance, etc., etc. En sciences de langage, en sciences cognitives, en histoire géo. Et je n'ai aucun doute, parce que moi j'appartiens au domaine de la psychologie, que ces modèles-là vont de plus en plus devenir prédominants en psychologie et en sociologie. Possibilité de combiner les 12 approches. Donc, les 12 approches ne sont pas mutuellement exclusives. On peut utiliser les 12 approches d'analyse de données, utiliser les 12 approches en parallèle pour comparer les résultats. Hein? On analyse des données, par exemple, en utilisant l'approche classique, hypothético-déductive, ou ce qu'on appelle aussi compositionnelle. Et ensuite, on analyse les mêmes données en utilisant la méthode, l'approche sémantique, celle de l'intelligence artificielle ou du machine learning, et on compare les résultats. C'est donc une richesse supplémentaire. Analyser les données de diverses et multiples formes possibles, combiner deux approches. Moi-même, j'utilise l'approche. L'intelligence artificielle est utilisée non seulement pour analyser des données, mais c'est surtout aussi un outil formidable pour produire, traiter et analyser des données. Ainsi, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les données, faire ce qu'on appelle le feature engineering. Feature engineering, c'est quand on construit des variables à partir des variables originales, en quelque sorte. Data augmentation. Alors, ça, c'est fantastique, le data augmentation. Le data augmentation, c'est quand nous avons des données qui ne sont pas, en termes de quantité, de qualité et surtout de représentativité, pas géniales, pas l'optimal, et on essaye donc d'augmenter ces données-là pour faire en sorte qu'elles soient représentatives, qu'il y ait des données en quantité. Je vais de l'imputation de valeurs manquantes, etc., etc. Alors, je vais revenir encore aux data augmentation. Par exemple, supposons que on veut, à partir des données, développer un algorithme de reconnaissance faciale, par exemple, de visage. On a des visages, des photos des visages de la population française, mais ces photos-là, d'abord, ne sont pas nombreuses. Notre jeu de données est assez réduit et surtout, il n'est pas représentatif. On n'a pas dans ces visages-là toutes les tonalités de la couleur de peau qui correspondent aux individus qui composent la population française, mais sur la forme du visage. Donc, à partir des données que nous avons, on peut utiliser un algorithme de machine learning pour produire d'autres photos avec qui ont, par contre, cette tonalité différente, qui sont représentatives en termes de tonalité et de la couleur des peau, de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux et en termes de la forme du visage. C'est possible déjà de faire ça. C'est ça qu'on appelle data augmented. Et à la fin, on aura un jeu de données qui sera beaucoup plus complexe en termes de représentativité, en termes de quantité, en termes de qualité. Et on peut utiliser là, ça pour entraîner un modèle qui sera à même d'être généralisable et reconnaître facilement les visages, détecter les visages, les types de visages au niveau de la population française. Voilà ce qu'on appelle le data augmentation. On peut faire aussi du data augmentation sur d'autres, disons, variables des êtres humains, mais ça pose toute une série de questions, je dirais, éthiques. Discussion. Alors, pour la discussion, donc, je pose la question, les inquiétudes sont dues au malentendu? Je parle ici des inquiétudes liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter des données. D'abord, parfois j'entends dire que l'intelligence artificielle, c'est trop compliqué. En tout cas, en ce qui concerne le traitement et l'analyse des données, je ne pense pas que ce soit plus compliqué à comprendre qu'une analyse classique. Naturellement, il y a certains éléments qu'il faut connaître, savoir, qui sont particuliers à ce type d'analyse-là, mais je ne pense pas qu'en général, en général, c'est plus compliqué qu'une analyse classique. L'intelligence artificielle, c'est pour le big data. Ça, c'est vrai en partie. C'est vrai que les modèles de machine learning fonctionnent mieux quand il y a une très grande quantité de données, mais on ne peut pas vraiment parler de big data nécessairement. C'est-à-dire que souvent, on utilise ce terme-là de façon
que je dirais inapproprié, puisque Big Data, on parle de Big Data lorsqu'il s'agit de 10 millions d'individus dans un jeu de données, 10 millions d'observations, 15 millions, 20 millions, 50 millions, là on commence à parler de Big Data. Mais si vous avez un dataset ou un jeu de données, vous avez 300 000 individus, ce n'est pas forcément de Big Data, et même 1 million d'individus, ce n'est pas forcément de Big Data. Donc, ce n'est pas uniquement pour le Big Data. L'effet boîte noire. Alors, euh, l'effet boîte noire, pour illustrer l'effet boîte noire, je vais parler ici que récemment, un réseau de neurones a réussi à différencier le tout d'un malade, le tout plutôt des malades souffrant de Covid-19 et du tout des personnes souffrant de grippe ou de l'asthme, par exemple. Comment est-ce que ce réseau de neurones-là a réussi à différencier ces différentes sonorités, tonalités de la voix au son, qui sont le tout de Covid-19, le tout de grippe, de l'asthme? On ne sait pas exactement. On a une vague idée de comment cela a fait, mais on ne sait pas exactement comment est-ce que le réseau neuronal a réussi à faire cette distinction-là. Et ça, c'est le côté boîte noire. Mais je dois aussi rappeler que la cognition humaine, le cerveau humain a quelque chose de boîte noire aussi. Parce que, par exemple, parfois on prend des décisions en fonction d'une série d'informations que nous recevons. Notre cerveau pondère les différentes informations, croise les différentes variables pour arriver à prendre une décision. Mais il est difficile pour nous de reconstituer toutes ces étapes-là, toutes ces opérations que notre cerveau fait pour comprendre exactement comment est-ce qu'il a pris cette décision-là. Donc il y a un côté effectivement boîte noire dans la cognition humaine, et donc, comme ces organismes d'intelligence artificielle sont faits pour essayer d'imiter l'intelligence humaine, il n'est pas étonnant qu'il y ait un côté boîte noire aussi. Ceci dit, les ingénieurs et spécialistes dans l'intelligence artificielle sont en train de travailler pour essayer de mettre un peu en place des fonctionnalités, des mécanismes pour permettre de comprendre qu'est-ce que le réseau neuronal fait, les opérations, etc., pour pouvoir résoudre le problème complexe. Alors, la nécessité d'apprendre l'algorithmie. Effectivement, pour faire des analyses, traitements ou analyses de données en utilisant l'intelligence artificielle, il faut souvent connaître, comprendre des langages de programmation tels que le Python, le R ou le JavaScript. Il y a d'autres langages qui sont importants aussi, mais surtout ces trois langages-là sont importants, le Python, le R et le JavaScript. Euh, Ça, on ne peut donc pas y échapper. Les modèles construits par l'intelligence artificielle sont-ils biaisés? Bon, il y a eu des sujets retentissants, notamment aux États-Unis, concernant par exemple toutes sortes de biais qu'on a détectés dans les modèles de machine learning utilisés dans le cadre du recrutement, par exemple, dans le cadre de la récidive criminelle, par exemple. Et donc, ça a créé une série de polémiques. D'abord, il faut commencer pour dire que ce ne sont pas les algorithmes qui sont ou nous-mêmes biaisés, mais les données. C'est-à-dire que ce sont les êtres humains qui recueillent les données, qui traitent les données, qui sélectionnent les données, qui produisent les données. Et c'est la façon dont les êtres humains recueillent, traitent, choisissent les données pour être elles-mêmes biaisées. Je dirais donc que tout dépend de la qualité des données en termes de quantité et de représentativité et de la qualité de l'analyse, c'est-à-dire le choix que l'analyste, le data analyst, le data scientist, le statisticien fait. Parce qu'analyser des données, c'est faire des choix. Et donc, ce choix-là peut être lui-même entaché des biais, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceci dit, ce n'est pas plus en intelligence artificielle qui, dans la méthode d'analyse des données, le traitement des données classique. Donc, il n'y en a pas plus. D'autre part,
J'ai entendu l'autre jour à la radio, à la BBC, la radio anglaise, un grand spécialiste des billets dans la prise de décision. Je ne dirais pas son nom, mais c'est à la fois un psychologue cognitiviste. Il y a un spécialiste de ce qu'on appelle l'économie comportementale, qui est très connu. Et je l'ai entendu donc à la BBC dire que, quoi qu'il en soit, les décisions prises par les êtres humains sont beaucoup plus entachées des biais, et notamment les biais cognitifs, que les décisions prises par les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est un sujet, je pense, qui est discutable. La nouveauté génère des inquiétudes. Ça, ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que cela arrive. Donc, cette question-là d'intelligence artificielle, la façon dont nous nous utilisons pour prendre des décisions, pour traiter des données, etc., dans nos applications. Maintenant, les applications que nous utilisons dans notre vie professionnelle, dans notre quotidien, sont basées sur l'analyse des données et sur l'intelligence artificielle. Il y a tout un débat pour savoir, débat qui est à la fois éthique et autres. Donc ça suscite des inquiétudes. Bien entendu, je ne reviendrai pas sur ces débats-là, mais la question se pose de savoir pourquoi priver des outils qui sont performants, bien entendu, à condition qu'ils soient utilisés de façon transparente et, disons, éthique. Donc, plus tard, avant de terminer cette intervention-là, je vais vous montrer un exemple ludique du machine learning qui consiste à apprendre à écrire un poème de Victor Hugo. Voilà, comme vous voyez, cette présentation m'a fait vieillir, disons, parler sur toutes ces questions-là, un peu à la fois complexes et à la fois actuelles, parce que c'est des sujets prégnants dans notre époque actuelle. Bon, bah voilà, ça me fait vieillir. Alors, j'ai mis en annexe donc un complément d'information sur les opérations qui sont faites à l'intérieur d'un réseau de neurones lors de la construction d'un modèle de l'analyse des données. Et donc ici, vous pouvez, je laisserai ce PowerPoint ce diaporama dans il y aura dans le descriptif de cette vidéo un lien pour vous pouvez utiliser ce lien-là pour pouvoir télécharger ce PowerPoint. Et donc, je vous ai mis ici toutes les opérations mathématiques à l'intérieur du réseau des neurones, pour calculer l'erreur, ensuite changer les poids et minimiser l'erreur, etc., etc. Donc, il y a plusieurs informations ici. Ici sont les outils, par exemple, qui sont utilisés, sont souvent des outils en langage Python pour faire du machine learning. Donc, il y a ici les outils, les plus open source en tout cas. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer donc un exemple du machine learning, un exemple ludique. Alors, maintenant, je vais vous montrer un exemple ludique de la mise en place d'un réseau de neurones pour construire un modèle de machine learning. Dans ce cas précis, il s'agit donc de faire en sorte qu'un réseau de neurones récurrents puisse s'y nourrir des poèmes de Victor Hugo, ensuite apprendre à écrire des poèmes de Victor Hugo et produire des poèmes de Victor Hugo. Alors, je dois vous dire que, pour être honnête, cette idée-là, elle ne vient pas originellement de moi, c'est un collègue qui est ingénieur en intelligence artificielle qui a eu cette initiative et j'ai jugé que c'est une initiative assez ludique et puis j'ai essayé de faire la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est ça là? Ça, c'est une interface pour développer du code Python. Donc, c'est ça qu'on appelle une interface de développement. Alors là, j'ai mis en place le réseau de neurones en plusieurs étapes en développant du code en Python. Alors, pour faire du machine learning, la plupart des outils sont en Python, mais il y en a aussi en langage R, dans d'autres en JavaScript et dans d'autres langages aussi.
Alors, ce que je fais d'abord, c'est que d'abord, j'importe tous les outils, on appelle ça des packages de librairie, etc., en Python pour pouvoir commencer à mettre en place le réseau de neurones. Ensuite, j'ai importé les données, il s'agit des poèmes et des Victor Hugo, j'ai transformé les données, de sorte qu'ils puissent être utilisés par les outils qui sont censés mettre en place tout cela. Ensuite, je construis le modèle d'apprentissage. J'entraîne mon modèle à reconnaître les poèmes de Victor Hugo, à apprendre à écrire des poèmes de Victor Hugo. Et à la fin, donc, je lui dis, maintenant, tu m'écris un poème de Victor Hugo. Et voilà, il écrit du poème de Victor Hugo ici. Alors, ce poème-là, sont loin d'être parfait, bien entendu, puisqu'ici, il s'agit d'un exemple ludique et que je ne lui ai pas nourri de beaucoup de poèmes et surtout, je ne lui ai pas entraîné pendant très longtemps. Mais je voulais que vous compreniez que c'est possible d'entraîner une machine à écrire quelque chose à partir des données textuelles et qu'en l'entraînant avec beaucoup de données, en l'entraînant pendant longtemps, il est possible d'atteindre un résultat satisfaisant. Pour l'instant, encore une fois, c'est un exemple ludique, juste pour que vous puissiez avoir une idée lorsqu'on met en place un réseau de neurones, quels sont les outils qu'on utilise, comme par exemple ici une interface de développement de code, en suivant en Python, etc., etc. Voilà, comme ça, vous avez une idée de nous autres data analystes, comment on travaille, quel est le type de code qu'on développe, quel langage, etc. Lors de la prochaine vidéo, on va revenir sur un exemple précis des étapes de machine learning et plus précis sur un exemple plus précis. Voilà. Bon, maintenant nous arrivons à la fin. Ma foi, vous avez eu la patience de rester 1 heure à m'écouter. Il est moment que je vous récompense en vous chantant une petite chanson brésilienne. Donc voilà, je vais chanter pour vous la chanson brésilienne que j'ai promis. Il s'agit d'une chanson d'un chanteur brésilien qui s'appelle Fagner. Alors, ma mère aimait beaucoup cette chanson. Elle chantait pour moi quand j'étais tout petit. Elle l'utilisait en quelque sorte comme une berceuse. Alors bon, en résumé, la chanson dit plus ou moins ceci. C'est une personne qui dit à une autre personne, mets ta tête sur mon épaule. Tu peux pleurer si tu veux. Tu peux me raconter tous tes malheurs, mais tu dois me promettre que tu ne partiras pas, tu ne me quitteras pas. Donc voilà, encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Conta toda tua mágoa, conta para mim. Diz, minha querida, diz que não vai embora. É que não vai embora. É que não vai embora. Amor, quero teu carinho. Porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Ou se ela vai embora. Ou se ela vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Conta toda a tua mágoa, conta para mim. Diz, minha querida, diz que não vai embora. E que não vai embora. Porque gosta de mim. Alors, vous aurez compris, je suis un nostalgique. Bon, je vais vous laisser en vous disant mon português nativo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, estamos juntos.